The Good Place est une série comique américaine disponible sur Netflix et elle raconte l'histoire de plusieurs personnes qui se retrouvent au paradis dans une vie après la mort. On leur explique que durant toute leur vie, chacune de leurs actions a été observée, étudiée puis convertie en points en fonction des effets positifs ou négatifs qu'elles ont eus sur le monde. Faire un câlin à un ami triste, plus 4,99 points, dire à une femme de sourire, moins 53,83 points, se rappeler de l'anniversaire de sa sœur, plus 15,02 points, empoisonner une rivière, moins 4010 points, 55, etc., etc. Les personnes dont la valeur totale est extrêmement élevée à la fin de leur vie gagnent une éternité de bien-être au bon endroit, The Good Place, tandis que les autres vont au mauvais endroit, The Bad Place. Ce pitch, aussi simple soit-il, crée des intrigues hilarantes mais aussi très intéressantes, notamment lorsque l'on découvre qu'il y a eu des erreurs dans le calcul des points et que des personnages n'ont pas atterri là où ils devaient aller. Because those aren't my memories. I wasn't a lawyer. I never went to the Ukraine. I hate clowns. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Wait, what? Et derrière l'apparente naïveté d'une telle série se cache en fait une réflexion profonde sur la morale, l'éthique et ce qui fait que l'on est ou non une bonne personne. Là où la série fait très fort, c'est grâce au personnage de Chidi, un humain arrivé au paradis parmi tant d'autres, mais qui était professeur d'éthique et de philosophie morale durant sa vie et qui, au fur et à mesure des épisodes, nous introduit les grands concepts philosophiques de la morale et nous explique leurs propres limites. Parmi les différents courants philosophiques de l'éthique, il y a en général 3 grandes familles qui sont présentées, l'éthique déontologique, le conséquentialisme et en particulier un de ses sous-courants, l'utilitarisme, et l'éthique de la vertu. Dit comme ça a l'air compliqué, mais la série aborde tout ça avec légèreté et plein d'exemples, de telle sorte à ce que tout le monde comprenne, mais ici attardons-nous quand même quelques secondes sur chacun de ces 3 courants philosophiques. L'éthique déontologique affirme que c'est la moralité de nos actions qui compte et non leurs conséquences. Il y a des règles à respecter et peu importe le contexte, il faut les respecter. Kant, qui est le philosophe le plus souvent associé au principe de déontologie, dit par exemple que dire la vérité est un devoir et que le mensonge n'est jamais juste. Et si on se réfère à la série, c'est un peu comme ça que fonctionne le bon endroit. Il y a des règles qui dictent le nombre de points que l'on gagne ou que l'on perd en fonction de nos actions, mais la conséquence de nos actes n'est parfois pas prise en compte par le système. I asked you to examine the ethics of Les Miserables, in which a man steals a loaf of bread to feed his starving family. Would you please read your first paragraph here? Everyone in this story sucks and belongs in the bad place. The thief is bad, the officer chasing him is bad, all the whiny prostitutes are bad, plus they're all French, so they're going to the bad place automatically. Do you see how you're already off topic? Chidi, I've been around a long time, like all of it, but I know for a fact that if you steal a loaf of bread, it's a negative 17 points. 20 if it's a baguette, because that makes you more French. Okay. Mais, comme le souligne Chidi dans cet extrait de la saison 2 de The Good Place, cette méthode de pensée a ses limites, le contexte de nos actions a de l'importance. De l'autre côté, il y a l'utilitarisme qui affirme au contraire que ce sont uniquement les conséquences de nos actions qui ont de l'importance, il faut donc faire le plus de bien possible au plus grand nombre, quoi qu'il arrive. Et à nouveau, la série illustre très bien cette philosophie de pensée et ses limites en parlant du dilemme du tramway. This is a thought experiment first introduced by British philosopher Philippa Foot in 1967. You are driving a trolley when the brakes fail, and on the track ahead of you are 5 workmen that you will run over. Now, you can steer to another track, but on that track is 1 person you would kill instead of the 5. What do you do? Do we know anything about the people? You don't know any of the workers. Okay, well then that's easy. I switch tracks. Kill 1 person instead of 5. Good, but there's a lot of other versions of this. Like, what if you knew one of the people? Does that change the equation? Or what if you're not the driver, you're just a bystander? Or let's throw the trolley out altogether. Let's say you're a doctor and you can save 5 patients, but you have to kill 1 healthy person and use his organs to do it. But that's not the same thing. Why not? It's still choosing to kill 1 person to save 5, isn't it? L'éthique de la vertu, quant à elle, met de l'importance sur les traits caractéristiques d'une personne. Il faut faire de bonnes choses pour être quelqu'un de vertueux, honnête, sympathique, sage, doux, courageux, etc.
Ce qui compte, ce n'est pas vos choix moraux, ni les conséquences de vos actions, mais la manière dont elles reflètent votre personnalité et la raison de votre choix. Bon, là je devais vous montrer un extrait de la saison 2 de The Good Place, mais ça spoilait vraiment trop l'histoire, du coup je vous mets un chien qui fait du skate. Si par exemple vous faites de bonnes choses, mais uniquement en espérant que vous serez récompensé et que vous y gagnerez quelque chose en retour, vous agissez uniquement pour vous, et ça ne correspond pas à l'éthique de la vertu, malgré que votre action puisse être bonne, ou bien que ses conséquences puissent être bonnes également. Mais du coup, laquelle des trois approches est la bonne approche? Eh bien évidemment, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et pour ce qui est du véganisme, car c'est censé être le sujet de la vidéo à la base, on peut se demander quel genre d'éthique il y a derrière. C'est un sujet complexe que beaucoup de penseurs traitent sous le nom d'éthique animale, où il est justement question de réfléchir à la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux. Il faut préciser ici que c'est à leur égard individuellement, car il n'est pas question de préservation des espèces ou de biodiversité, mais bien de considérer les animaux en tant qu'individus. La question est donc, est-ce qu'être vegan nous permet d'aller au paradis selon le système de points de la série The Good Place? Évidemment, on ne sait pas comment fonctionne ce système, et notamment sur quel courant éthique il s'appuie, et c'est pour ça qu'on va essayer d'imaginer ce que ça donnerait selon les trois courants que je vous ai présentés plus tôt. Commençons par le conséquentialisme. Celui-là, c'est finalement le plus simple à comprendre, il faut faire du bien au plus grand nombre possible, peu importe comment, c'est la conséquence qui compte. Du coup, être vegan, c'est essayer de ne pas faire de mal aux animaux, et lorsque l'on sait que chaque année plus de 1000 milliards d'animaux terrestres et marins sont tués pour notre alimentation, si une personne habitant en Occident devient vegan, on estime que ça fait 400 animaux tués en moins chaque année, c'est déjà pas mal. Sur un système de points utilitarisme, on serait déjà bien coté. Mais poussons la chose un peu plus loin, à quoi ressemblerait un vegan utilitariste parfait? Eh bien, ça dépend en fait de la valeur que l'on accorde à un animal. Est-ce que la vie d'un animal est équivalente à celle d'un humain? C'est une question à laquelle la plupart des gens répondraient non. Si on avait le choix entre sauver un être humain ou un animal, alors on sauverait très probablement l'humain. Mais cette question est en fait plus compliquée que ça, et on se retrouve dans un cas similaire au dilemme du tramway. Parce que du coup, combien d'animaux faut-il pour changer d'avis? Sauver 10 animaux contre un humain? Quels animaux? Combien de chiens faudrait-il pour que vous décidiez de sacrifier un être humain par exemple? Je vous propose de mettre en pause cette vidéo et de donner votre nombre en commentaire pour ce qui est des chiens. Combien selon vous il faudrait qu'il y ait de chiens en face d'un humain pour que ça vaille le coup de les sauver eux plutôt que l'être humain? Je suis curieux de votre réponse et on peut s'attendre à ce que chacun d'entre vous ait une réponse différente et en fait ça dépend aussi du chien, si c'est le vôtre ou celui de votre voisin, la réponse sera différente. Est-ce qu'un chien a plus de valeur qu'un cochon? À nos yeux on peut se dire oui, mais pourtant les cochons sont tout aussi intelligents que les chiens, tout aussi sensibles à la douleur, et au final, la valeur que l'on attribue à la vie est très subjective. Est-ce que l'on doit se baser sur leur capacité à souffrir? Dans ce cas, les personnes sous morphine n'auraient pas de valeur. Est-ce que l'on doit se baser sur notre proximité avec l'individu? Dans ce cas, les personnes que vous connaissez pas à l'autre bout du monde n'auraient pas de valeur. Est-ce que l'on doit se baser sur l'intelligence? Dans ce cas, les enfants de bas âge ou même certains handicapés mentaux n'auraient que très peu de valeur. Vous comprenez bien que ce genre de classement est totalement absurde, car choisir un critère de valeur est très arbitraire et ne correspond en général pas du tout à ce que l'on peut penser réellement. Mais imaginons qu'on soit quelqu'un d'utilitarisme jusqu'au bout des ongles et qu'on arrive à donner un nombre de points pour chaque individu, humain ou animal. Par exemple, un humain équivaudrait à 10 chiens, à 30 vaches, 50 cochons, 100 poules, etc. Comment devrions-nous nous comporter? 400 vies sauvées chaque année par an et par personne, sur une vie entière ça ferait près de 30 000 vies sauvées entre guillemets en étant vegan. J'imagine qu'en tant qu'utilitariste extrême, on ferait alors mieux d'éradiquer l'espèce humaine complètement, ça ferait moins de souffrance sur Terre, et c'est finalement ce que l'utilitarisme recherche, moins de souffrance, peu importe la méthode. Mais avant que vous ne vous saisissiez du couteau de cuisine le plus proche de vous, attendez 2 secondes. On a vu, l'utilitarisme a ses limites, et on comprend bien qu'ici, on arrive justement sur des points pour lesquels être purement utilitariste n'est pas une solution, au contraire. Du coup, passons alors à l'éthique déontologique. Ici, les conséquences ont moins d'importance que les actions qui les ont causées. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, mais du coup, le véganisme, qui est justement un mode de vie qui cherche à réduire les conséquences néfastes de nos actions, perd tout son sens. Car techniquement, manger un steak n'est pas mauvais en soi, c'est tuer l'animal en amont qui peut être considéré comme mauvais. On peut se dire que les gens bossant dans un abattoir auraient du mal à appliquer des principes d'éthique déontologique, notamment celui de ne pas tuer, mais au-delà de ça, on aurait du mal à punir un mangeur de sandwich au jambon. Et puis d'ailleurs, qui fixerait les règles qu'il faut suivre ou non? On pourrait se dire que les végans eux-mêmes ont défini une liste de règles à respecter, mais même ça, ce n'est pas vrai. C'est sûr qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que les véganes ne mangent pas de viande, mais il y a plein de points sur lesquels il n'y a pas de règle absolue.
Si on est invité quelque part et qu'ils ont mis du beurre dans un plat par erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le manger? Si on est invité à l'autre bout du monde et que la coutume locale veut que l'on donne un pull de laine à cet invité, faut-il l'accepter? Si des amis nous proposent des œufs de poule qu'ils ont dans leur jardin, faut-il les manger? Tout ça, ce sont des points sur lesquels déjà tous les véganes n'ont pas de réponse absolue, car ça dépend du contexte et ça dépend de la vision de chacun. Une chose est sûre, si on ne prête pas attention aux conséquences de nos actions et que les règles qui sont fixées ne le font pas plus, il y a peu de chances qu'être vegan fasse vraiment gagner des points, à moins que le mec qui a écrit les règles soit lui-même vegan. Est-ce que Dieu est vegan? On va un peu loin là. Cela dit, la série semble fonctionner beaucoup sur des règles déontologiques, et il semblerait que remettre dehors sans les tuer des araignées que vous trouvez chez vous rapporte quelques points, alors pensez-y. Pour l'éthique de la vertu maintenant, la bonne manière de faire est d'agir comme agirait une bonne personne, entre guillemets. Une personne qui aurait des vertus, c'est-à-dire des qualités. Ça peut être des choses comme l'honnêteté, la générosité, le courage ou la justice, mais c'est finalement très personnel comme concept, car tout le monde n'aura pas en tête les mêmes vertus. Et c'est complètement assumé par ce courant de pensée. Avoir un mode de vie vegan, ça demande une part de justice, en agissant de manière juste vis-à-vis des animaux, en considérant de la même manière un cochon et un chien par exemple. Ça demande aussi une part de compassion et de gentillesse, en ayant pour volonté de ne pas causer de la souffrance et de ne pas être cruel envers eux, etc. Et même si certains d'entre vous auraient tendance à penser que ce genre de choses ne devrait s'appliquer qu'entre êtres humains, et pas vis-à-vis des animaux, eh bien je vous demanderai tout d'abord pourquoi, et au vu des ressemblances biologiques que l'on peut avoir avec les autres espèces, parce que oui, l'humain est un animal parmi d'autres, pourquoi être bienveillant uniquement envers ceux qui nous sont le plus semblables, alors qu'on a quand même des points communs avec quasiment tous les autres animaux qui peuplent cette terre? Est-il d'ailleurs seulement possible d'être compatissant et gentil envers les êtres humains tout en étant sadique avec les animaux? Est-ce que ce ne serait pas finalement mettre en pause notre sympathie? La question se pose. Au final, l'approche vegan est probablement particulièrement bien notée dans le système de The Good Place si on se base sur l'éthique de la vertu, car tout au long de la série, ils font l'éloge des bonnes personnes qui ont des qualités nombreuses et qui finissent au bon endroit. Finalement, le véganisme est un mode de vie qui essaye de causer le moins de mal possible aux animaux avec qui l'homme partage la planète, le corollaire étant évidemment de causer le moins de mal possible aux autres hommes aussi, et à partir du moment où il est possible de vivre sans produits d'origine animale, et que ce n'est plus une nécessité pour notre survie, alors manger de la viande, boire du lait, porter du cuir, etc. devient une question de confort, d'habitude, de tradition ou tout simplement de plaisir, mais si ces raisons passent avant la souffrance et le malheur d'un autre être vivant capable d'émotions, de sentiments et qui veut simplement rester en vie, est-ce que cela reste juste? Il est évident que les gens qui sont véganes, et j'en fais partie, ont trouvé une réponse à cette question. Non, ça n'est pas juste, il faut changer notre mode de vie pour arriver à minimiser cette souffrance. Ça semble à peu près acquis pour tout le monde que causer de la souffrance n'est pas quelque chose d'éthique, et si on veut faire les choses bien, alors il faut essayer de l'éviter, même si ce n'est pas facile de changer ses habitudes, on est bien d'accord. D'ailleurs, il semblerait que The Good Place soit plutôt d'accord avec moi, car si on fait attention aux exemples qui nous sont donnés durant la série, manger végétalien, qui est déjà un bon pas vers le véganisme, apporte un bonus de 433 points, et se situe entre donner une barre entière de chocolat à quelqu'un durant Halloween, et purifier la source d'eau d'un village d'une population de plus de 250 habitants. Vegan, soyons fiers de nous, on gagne pas mal de points là. Cela dit, toujours si on en croit ces chiffres, le fait de ne jamais, au grand jamais, aborder le sujet du véganisme sans que quelqu'un nous le demande expressément, c'est aussi quelque chose qui fait gagner des points, et même carrément plus de points, car ça en fait gagner pas loin de 10 000, donc gardons ça en tête. Oups, je crois que c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo. Vous l'aurez sûrement compris, cette vidéo est une excuse pour parler à la fois d'une série que j'adore et d'un mode de vie que je défends. The Good Place est un show particulièrement sympa à regarder et qui nous pose beaucoup de questions. Le véganisme n'est bien sûr pas un mode de vie qui résout tous les problèmes, mais il part d'une réflexion éthique et sur une envie de faire les choses bien, ce qui est exactement le sujet principal de cette série. Si l'envie de connaissance et de savoir fait partie de vos vertus, vous pouvez cliquer sur les quelques liens en description et évidemment je vous invite très sincèrement à faire un tour sur Netflix pour vous faire votre propre avis sur The Good Place, à également réduire votre consommation de viande pour commencer, et pourquoi pas à continuer la réflexion, à vous abonner à la chaîne, et sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. So welcome to eternal happiness. Welcome to the good place. Sponsored by otters holding hands while they sleep. You know the way you feel when you see a picture of two otters holding hands? That's how you're going to feel every day.